Bonjour chers amis, bienvenue sur ABC, bienvenue dans cette émission L'Instant Joyeux avec peut-être les que vous entendez pas très loin, quelques cigales peut-être, dans des contrées qui permettent justement d'exploiter l'huile d'olive, les oliviers. Voilà la thématique que nous allons aborder avec celui qui est installé depuis quelques semaines sur les canapés d'ABC et que vous connaissez bien, c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Vous avez entendu les cigales du début? Oui, bien sûr. Il Mais y en a chez vous des cigales, non? attendez, comme j'ai quelques acouphènes, Ah! je suis capable de les brancher. Ah bon? C'est-à-dire, j'ai des acouphènes comme tout le monde à mon âge, Ouais. mais les acouphènes sont sympas parce que je mets les cigales. Et figurez-vous que quand il ne fait pas beau et que le ciel est gris Ouais. et que vous êtes à 1500 mètres d'altitude et qu'il fait froid, quand vous mettez comme acouphène des cigales, hyper sympa. Ah bah oui, Vous voyez? voilà. Alors, soit je mets des cigales, soit j'ai un autre type d'acouphène aussi, et je peux le brancher. Ça, vous voyez, c'est la psychologie pure. Et je mets les cloches. Ah oui. Voilà, les cloches du village qui sonnent le temps qui passe, tout ça. Je trouve ça assez fabuleux, mais je mets surtout des cigales. Donc, je suis du sud. Bah oui. Je suis du sud. Est-ce que vous avez des oliviers chez vous? Non, autour de nous, on a à 1500 mètres, non. Non. Par contre, à Montpellier, à Oui. Perpignan, Oui. dans tout le sud de la France, 1500 mètres, malheureusement, ça ne pousse pas. Ouais. On a un petit olivier sur le balcon, Ouais. mais Qui donne pas grand-chose. non, c'est un bonsaï, quoi. Ah, Voilà. bon. Alors, l'olivier, question-réponse avec le professeur Henri Joyeux. Les questions que vous laissez comme d'habitude, émission henrijoyeux@gmail.com. Bien entendu, on a une petite heure à passer ensemble. Vous allez pouvoir... On va voir un petit peu les questions qui ont déjà été envoyées. Je remercie parce que je le fais jamais assez souvent. Serge qui travaille avec nous, qui travaille Tout à avec fait. vous. Tout à fait. Euh, Récupère les questions, qui il fait un récupère les boulot questions, voilà, très important qui et est très formidable. utile, bien sûr. qui est formidable. Parce que c'est bien de pouvoir répondre à des questions. Parce qu'il y a quand même une question que les gens se posent. Mm. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui est chirurgien, qui est cancérologue, qui est à la retraite, qui devrait se reposer, voyager, Profiter de ces années de travail. profiter de la vie, etc., qui écrit des bouquins sur l'olivier, Oui. sur le chocolat, Sur sur le les thym. abeilles. Alors, il faut quand même que je l'explique, Marc. Allez-y. C'est que, étant passionné par la santé, la chirurgie ne m'a jamais suffi. J'ai beaucoup aimé mon métier de chirurgien, j'ai opéré. Encore récemment, on me demandait est-ce que vous seriez capable d'opérer? Vous seriez capable? Bien sûr, j'ai répondu un cancer du pancréas, un cancer du foie, mais je demanderais à avoir avec moi un plus jeune pour le former en tant que vieux chirurgien. La différence, c'est que moi, j'opérais à ventre ouvert et qu'aujourd'hui, on opère à ventre fermé. Mm. Ça, je ne sais pas faire. Je n'ai jamais voulu faire à ventre fermé parce que j'avais une formation à ventre ouvert. Et c'est vrai que c'est un progrès, sauf que quand même, quand vous avez un ventre fermé et que vous appuyez sur une tumeur, par exemple, avec un appareil, vous appuyez, vous sentez si c'est dur, si c'est mou, si c'est rénitant ou pas. Quand vous mettez les mains, c'est pas la même chose. Donc nous avions des mains qui tactilement étaient capables de dire ça, c'est du produit qui est cancéreux. Ça, c'est pas du produit cancéreux. Vous voyez, il y a eu un changement important. Et je ne critique pas le changement, bien au contraire. Parce que c'est bien de pouvoir opérer les gens sans les ouvrir de part en part. C'est déjà Mais plus esthétique, déjà. c'est plus esthétique. Mais il peut s'avérer nécessaire quand même, dans des cas difficiles, d'opérer. Donc, s'il fallait opérer, je partirais bien, mais en ayant un bon petit déjeuner avec du saucisson et du jambon, parce que quand vous partez pour certaines interventions, vous y passez 6 ou 7 heures. Est-ce que ça vous manque? Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Par contre, j'envoie beaucoup de patients à mes élèves et je leur demande de me tenir au courant, ce qu'ils font régulièrement. Et non, pas vraiment. Je n'avais pas ce qu'on appelait la bistourite aiguë, Ouais. c'est-à-dire l'envie vraiment d'opérer pour opérer. Ouais. Non, par contre, opérer quand c'est nécessaire, oui, il n'y a pas de doute. Et c'est un métier difficile et humble. Ouais. Je veux dire humble, pourquoi? Parce que vous avez des échecs qui ne sont pas des échecs techniques, mais ce qui fait que vous ne pouvez pas faire vraiment ce que vous voudriez faire parce que ça ne passe pas. Parce qu'il y a un vaisseau important, vous ne pouvez pas couper, que vous êtes au bord d'un axe important, que ce soit l'urtère ou autre chose, et que vous ne pouvez pas le sacrifier. Donc c'est un métier qui est difficile, qui est passionnant, et je voudrais pousser beaucoup de jeunes vers ce métier. C'est pour ça que prochainement, pour Noël, je pense, je vais publier un bouquin qui s'appelle Passionnément médecin, le sens d'une vie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, souvent, disent quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire?
tu sais pas, mais qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intéresse pas. Et souvent, ils vous disent ce qui les intéresse pas, mais pas ce qui les intéresse. Et je voudrais donner le goût de ce métier, qui est un métier fabuleux. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, pour la nouvelle génération, on ne présente pas nécessairement une médecine très attractive. Hein. Eh bien oui. Et moi, je voudrais la présenter attractive au contact du malade, pas au contact de l'intelligence artificielle. Et Dieu sait que je ne suis pas opposé. Récemment, l'intelligence artificielle a permis de diagnostiquer un cancer du rein. Bravo! Bon, alors qu'on ne voyait rien sur le scanner, sur l'IRM. Je n'ai pas vu le détail, mais ça va m'intéresser. Mais non, la chirurgie est un métier prodigieux, fatigant, difficile pour soi, pour le malade et aussi pour la famille. Combien d'années d'études vous avez fait? Moi, j'ai opéré pendant 45 ans quand même. Et en études? Une étude, pour arriver, quand vous êtes arrivé à la thèse de médecine, qui n'est pas terrible, il faut faire une thèse de science qui est plus importante. Comptez que quand vous arrivez en 6e année, il faut 10 ans pour être chirurgien. Voilà. Et en plus, vous allez vous spécialiser. Voilà. Moi, j'ai choisi la cancérologie parce que la cancérologie m'intéressait. Et je me souviens que plusieurs patrons qui me voulaient dans leur service m'ont dit « Mais ne va pas dans cette spécialité. Ils vont trouver la pilule contre le cancer et puis c'est fini. » On en est loin. Avec tout ce que vous avez écrit, et ça s'affiche sur l'écran qui est ici, avec le recul, si vous aviez écrit ça au début de vos études, par exemple, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Ah non, d'abord, je n'aurais pas eu le temps. Déjà d'une, mais est-ce que ça aurait changé? Je l'aurais lu. C'est évidemment de la fiction pure, mais est-ce que ça aurait changé votre vision de la médecine? Est-ce que ça aurait changé votre orientation dans la médecine? Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que j'ai vu les limites, si vous voulez. Et c'est parce que j'ai vu les limites que je suis allé voir un peu ailleurs. Et puis j'ai eu des collègues médecins qui étaient très branchés sur l'homéopathie. Je ne suis pas homéopathe. J'ai confiance dans l'homéopathie, contrairement à beaucoup d'autres de mes collègues. Bon, on dira que j'ai une confiance qui est débile, je m'en fous. J'ai confiance parce qu'il m'arrive d'envoyer des patients à un collègue ou des collègues homéopathes et ça marche. Voilà. Donc là, je n'ai pas une étude randomisée, on ne prend pas 10 000 cas, mais ça marche. Et les patients sont contents, c'est ça qui est important. Alors maintenant, tous les sujets que j'ai abordés, qui concernent évidemment le cancer, et puis qui concernent ce qui est parallèle à la médecine, c'est ça qu'on me reproche. On me dit « Ah, vous êtes un charlatan ». Je ne suis pas du tout un charlatan parce que je prescris des antibiotiques, je prescris des médicaments cancérologiques. Et vous vaccinez? Et je vaccine, bien sûr. Je n'ai jamais été un porte-parole des antivax. Tout ça, c'est complètement stupide. Bon, on va parler de l'huile d'olive. Vous en avez écrit un bouquin, L'Olivier pour votre santé, découvrir les vertus extraordinaires de l'huile d'olive. Découvrir aussi, et quand j'ai préparé un petit peu l'émission, j'ai aussi eu et lu des choses. Alors, il y a des idées reçues sur l'huile d'olive. Et c'est de cela dont on va parler. 92%, énorme, 92% des Français possèdent une bouteille. Ah, c'est pas mal, ça. C'est beaucoup. J'espère qu'elle n'est pas en plastique. Alors, première chose. Une bouteille d'huile. 58% des Français considèrent consommer trop d'huile. Ah, ils considèrent qu'ils en consomment trop. Ils en consomment dans leur voiture. 58%, sans doute l'huile de voiture. 64% des Français pensent que l'huile végétale apporte du cholestérol. On va justement reparler de tout ça. Ouais. C'est très important. Pourquoi s'intéresser à l'olivier et l'huile d'olive? Alors, j'aime beaucoup le Maroc. J'aime beaucoup les terrasses du Larzac. Donc là, vous avez la France et vous avez le Maroc. J'aime beaucoup le sud et le soleil. Et l'arbre qui est un enfant quand il a 1000 ans, c'est l'olivier. Vous avez à Majorque un olivier qui a plus de 2000 ans. Bon, alors évidemment, mais c'est très probablement vrai parce que quand vous en faites le tour, il faut être 3 ou 4 personnes pour en faire le tour. C'est vrai. Alors, vous avez le bois d'olivier, bien sûr. Vous avez aussi toute la mystique de l'olivier. Puis vous avez ce qui est bon pour votre santé. Et vous n'avez pas que l'huile d'olive. Vous avez les olives. Vous avez les feuilles d'olivier. Vous avez les fleurs de l'olivier. Vous avez les extrémités branches de l'olivier. Vous avez le noyau de l'olivier. Bon. Et d'ailleurs, le bouquin aurait dû s'appeler, je l'ai dit à mon éditeur, mais il n'a pas voulu, tout l'olivier pour votre santé. Pour montrer que dans le tout, ce n'est pas simplement l'huile d'olive. Et d'ailleurs, la présentation de l'émission, on voyait des huiles d'olive, et il n'y a pas les olives. Je n'ai pas vu. Ah si, regardez, sont les olives. Regardez. Elles sont là. Ah oui. Ah, oui, derrière le petit bandeau, et juste là, en fond aussi au milieu, il y a bien les olives. Alors c'est pareil, moi, vous savez quoi? Je pensais que l'olive noire
c'était une catégorie à part de l'olive verte. Ah bon? Mais je pensais ça, c'est Oui. ridicule. Oui. En fait, ça n'est que la maturation Mais c'est tout. de l'huile. C'est tout. Franchement. j'ai Non, honte. et puis alors vous en avez pour tous les goûts. Ouais. Bon, vous avez tous les goûts. Donc vous avez de la verte, vous avez des fruités verts, fruités noirs, etc. Et puis vous avez votre palais des saveurs. On y revient toujours Oui, à ce toujours, palais ouais, des bien saveurs sûr, qui bien n'est sûr. pas exploité Bien sûr, correctement. bien sûr. Donc, et vous avez une gradation dans la qualité du goût. Une huile d'olive doit avoir du goût, doit être un petit peu piquante sur le fond de votre gorge. Ça veut dire qu'il faut la garder dans votre palais des saveurs et la faire tourner. Alors évidemment, ceux qui les testent savent le faire, mais tous ceux qui les consomment ne savent pas. Alors, je sais que vous l'utilisez, vous la consommez même le matin, Ah oui. au petit déjeuner. Petit déjeuner. Ça, c'est rude. Ah non, c'est pas rude. Ouah. C'est beaucoup plus digeste que le beurre. Quand vous avez une tartine, 2 tartines, 3 tartines avec du beurre, plus de la confiture, il faut digérer ça. C'est sûr. Bon, qu'est-ce qui se passe? À 10 heures, le sucre de votre pain blanc ou de votre pain de mie, le sucre de votre confiture fait que vous êtes en hypoglycémie. Vous avez une hyper et à 10 heures, vous êtes en hypo. Vous êtes aux études, à l'école ou à la fac, vous n'écoutez pas parce que vous avez besoin de prendre quelque chose. Alors que si vous prenez de l'huile d'olive à votre petit déjeuner, comme font beaucoup de mes amis marocains, ben vous ne vous retrouvez pas à 10 heures en train d'être obligé de prendre un croissant ou de prendre une viennoiserie. Mais à l'hôtel, là vous êtes à Paris, Oui. quand vous descendez à l'hôtel, le petit déjeuner, vous Je faites la demande. la tartine avec de l'huile? Je la demande. Ah ouais. Oui. Et parfois, ils me disent, ils m'apportent des huiles d'olive qui ne sont pas géniales. Hein. Eh oui. 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 Mais l'autre jour, j'étais à Montpellier, dans un restaurant magnifique qui s'appelle Le Petit Jardin. Il y avait une huile d'olive à genoux. Hein. Oh, mais alors, ils en avaient mis tellement peu. Ça Alors, aussi. la personne avec laquelle j'étais, il me dit, mais pourquoi ils ont mis l'huile d'olive? Mais c'est pour faire trempette, Bah oui. avec le bon pain, Ouais. avec un très bon pain. Bon, Ça, il ça faudra vous nous ouvre l'appétit. Il faudra nous expliquer comment choisir une bonne huile d'olive. Hein, quels sont les critères qui Bien attestent sûr, que c'est bien sûr. une bonne huile d'olive? Parce que quand on va dans les grandes surfaces, ou même dans les surfaces spécialisées, Mhm. dites bio et autres, il y a un éventail d'huile Ah bah d'olive ouais, qui est tout. incroyable. Il y a les pays d'abord. Provence, numéro 1. Terrasse du Larzac, c'est la même chose, en France. Ensuite, attention à des huiles françaises qui arrivent d'Italie, d'Espagne, Maroc, de Grèce. Bon, c'est pas parce que c'est grec ou Crète que vous avez la meilleure. Bon, surtout que vous avez parfois des mélanges. Est-elle bio? Est-elle point bio? Est-elle en bouteille de verre? Il le faut. Mm. Est-elle en bouteille de verre et vous allez la consommer quand? Rapidement ou pas rapidement? Vous allez la laisser pendant 3 mois? Non, c'est pas bon, ça. Elle va rancir. Alors, elle rancit peu. Vous allez cuire avec cette huile d'olive. Vous avez une température de fumée. Vous allez monter à 210 degrés. Vous voulez faire des frites. Pas une mauvaise idée. J'aime beaucoup les frites. Il ne faut pas en prendre trop souvent. Voilà. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Il faut savoir choisir à la fois les olives, l'huile d'olive. Et puis, nous allons voir qu'il y a des vertus santé particulières, des tisanes de feuilles d'olivier, des infusions, des décoctions de feuilles d'olivier. Et vous allez voir, alors attention, ce n'est pas du tout du charlatanisme, mais que pour maintenir un état de santé sympathique, de qualité, et éviter d'aller sans arrêt chez le toubib parce que vous avez mal au genou, problème d'arthrose, et à nos âges, les miens, bah, l'arthrose, oui, on en a, d'accord, mais parce que notre articulation n'est pas assez hydratée. Parce que nous allons chercher des anti-inflammatoires qui sont des médicaments qui ne sont pas très très bons pour votre foie, parce que tout ce que vous prenez par là, ça va passer par votre foie. Alors l'huile d'olive, bien sûr qu'elle va passer par votre foie, mais c'est un produit naturel, ce n'est pas un produit chimique. Elle contient des merveilles. Vous avez 4 éléments: le tyrosol, l'hydroxytyrosol, l'oleuropéine et puis l'oléocanthal. À quoi ça sert tout ça? C'est fabuleux. Ce sont des polyphénols. Polyphénols, les gens connaissent polyphénols dans le vin de Bordeaux, Exact. Corbière, etc. Mais ces polyphénols sont très intéressants pour votre santé. Quand vous mettez par exemple de l'oléocanthal en culture cellulaire, vous avez de l'apoptose. Qu'est-ce que c'est que l'apoptose? L'apoptose, c'est quand je vais mourir, je serai en apoptose. J'arriverai peut-être à 90 ans, ou bien demain, je n'en sais rien. Centenaire, Ça vous sera l'écrivez. La fin de ma vie, c'est mon apoptose. Ce n'est pas le suicide d'une cellule. C'est la fin de la vie d'une cellule. Un globule blanc, il vit 7 jours. Ça veut dire qu'il a son apoptose à 7 jours. Bon. Ok. Si vous mettez des cellules cancéreuses en culture
ça veut dire dans un bain de culture, et que dans cette culture, vous ajoutez de l'éléocantal, vous avez, et de l'hydroxytyrosol, vous avez plus d'apoptose. Ça veut dire que vous allez tuer la cellule, elle va arrêter plus vite sa vie, parce que la cellule cancéreuse, elle fait des petits, elle n'arrête pas de se multiplier. Bon. Donc, ce qui est important, c'est quand on a des cellules cancéreuses, c'est d'éviter qu'elles fassent Elle se prolifère. prolifèrent. Bon. Je peux avoir un cancer prostatique à mon âge. Bon. Comment je vais faire si j'ai un cancer prostatique? Je vais me faire soigner. Je vais peut-être me faire opérer, je vais peut-être avoir des rayons, j'aurai peut-être bientôt de la chimiothérapie, j'aurai un traitement anti-hormonal, mais je ne tiens pas à avoir un cancer de la prostate. D'accord? Donc, si j'ai des cellules dans mon corps, je vais tout faire pour qu'elles ne fassent pas des petits. Or, des cellules cancéreuses, à mon âge, tout à fait possible que j'en ai. Tout à fait possible. Donc, là, nous rentrons dans un domaine tout à fait particulier qui s'appelle la prévention. Ce sont les comportements de vie. Si, en consommant de l'huile d'olive, j'aide la digestion, je réduis un petit peu ma tension artérielle, je suis avec une peau qui est plus douce, plus agréable, bon, bah, tout ça, c'est du positif. Ça ne veut pas dire que je vais me traiter avec l'huile d'olive si j'ai un cancer. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit ni jamais pensé. Et le raccourci que certains feront. Mais bien sûr. Bien sûr. Ces raccourcis, ils sont capables de les faire parce que, entre nous, je vais vous dire, ils sont idiots. Soyons clairs. Hein. Bon. Donc, essayons de parler avec des gens intelligents, qui ont des neurones qui fonctionnent et qui vous prennent au sérieux. Parce que c'est ça qui est important. C'est de prendre les choses au sérieux. Et dans sa vie, l'huile d'olive, les olives, pour un apéritif, c'est absolument excellent. Et je vous disais, la trompette pour démarrer un repas. Comment vous les aimez, les olives? Toutes. Toutes? Moi, mais toutes. Ouais. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, je suis allé en Grèce. Alors là, j'ai vu des olives, mais c'est des monuments, ces olives. Vous dites, elles sont boostées, quoi. Non, c'est une marque particulière, parce que vous en avez de toutes les grosseurs, des toutes petites qui sont délicieuses, des très grosses qui sont délicieuses. Moi, je dirais, il n'y en a aucune qui me gêne. Toutes sont bonnes. Et il faut des olives dans un apéritif. Un apéritif avec des chips, non. Il faut des olives, il faut un bon alcool, bien entendu. Tapenade. Bien sûr, tapenade. Il faut les produits de l'olivier sont géniaux dans beaucoup de domaines de notre santé maintenue, Et donc, si vous avez été traité pour telle ou telle pathologie, qu'il faut remonter la pente, remonter votre immunité, vous avez fait un Covid-19, vous avez fait un cancer, on vous a opéré, on vous a traité, vous êtes un peu flappy, ben, il faut remonter la pente. L'huile d'olive et les olives vont vous aider. Vous voyez, je ne vous dis pas beurre. On viendra sur les polylaitiers un jour. C'est un sujet dangereux, les polylaitiers. Très dangereux. Et très intéressant en même temps. Alors, les idées reçues. Parce que quand vous tapez un truc, mais très simple, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait l'expérience, vous tapez sur Google huile d'olive, et là vous avez une armada d'affirmations, parfois de choses qui vont à l'inverse de ce qui a été écrit précédemment, etc. etc. Affirmation, l'huile d'olive est aussi grasse que toutes les autres huiles. Oui, mais c'est pas mauvais d'être du gras. Imaginez, je sors mon cerveau. Un cerveau humain, on le sort, on le passe à la moulinette. Qu'est-ce qui va en sortir? Pas de l'huile d'olive, mais de l'huile. Notre cerveau a besoin de bons gras. Quel est le meilleur gras? Végétal. Donc la phrase qui est donnée, elle est insuffisante. Oui, c'est gras comme toutes les huiles, puisque c'est des huiles végétales qui sont grasses, et nous en avons besoin. On parlera du colza, on parlera de l'huile de noix, on parlera de l'huile de cameline, etc. Bon, c'est excellent pour la santé. Et nous n'en consommons pas suffisamment. Moi, avec mon épouse, quand nous sommes que tous les deux, nous consommons plus d'1 litre d'huile d'olive par semaine. Donc vous faites petit déjeuner, la cuisson de tous vos aliments? Tout. J'arrose tout. Le poisson, arrosé d'huile d'olive. La viande, arrosée d'huile d'olive. Les pommes de terre, les carottes, arrosées d'huile d'olive. C'est un régal, c'est un régal. Voilà, de la bonne, bien entendu. Bien sûr. Donc il faut aller chercher de la bonne huile d'olive. Il y en a qui sont très bonnes et puis d'autres qui n'ont aucun goût, il faut être clair. Donc il faut faire attention. Mais tout le monde n'a pas. Je ne suis pas contre les Espagnols, mais les Espagnols, à côté, hein. ils en fabriquent beaucoup. Non, mais vous avez des magasins et maintenant vous avez des huiles bio de qualité. Il faut regarder un petit peu l'étiquette, non pas la quantité, parce qu'on ne va pas vous donner les quantités. Quelle est la première chose qu'il faut regarder sur une étiquette pour justement dire ça, non, c'est pas possible? L'origine. Espagne, attention. Si elle est en plastique, vous laissez tomber. Okay. Bon. On ne devrait pas en avoir dans les supermarchés. Elle devrait être en verre. Bon, il faut voir aussi l'origine du pays.
la bouteille, la couleur, tournez un peu, Ok. vous voyez, que ce ne soit pas trop liquide. C'est gras, hein, par définition. Et puis malheureusement, on ne peut pas la goûter, quoi. Ouais. Sauf si vous allez dans des magasins spéciaux qui ne font que ça. Je dirais qu'on pourrait la vendre dans les pharmacies, l'huile d'olive, hein. Il y a des huiles d'olive qui sont extrêmement concentrées, celle de Raphaël Colici qui est au niveau des terrasses du Larzac, ou celle de l'Atlas dans le Maroc, qui sont des huiles qui souffrent beaucoup de la chaleur, parce que quand ça cogne l'été, que vous avez 45-50 degrés maintenant, dans le Larzac, avec les étés que nous avons, vous avez du 40-45 degrés qui vous tombent sur la tête. Ça veut dire que l'olivier, il va souffrir de la chaleur. Mais quand il souffre de la chaleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des protecteurs. Il va fabriquer dans le fruit, ensuite qu'on va retrouver dans l'huile d'olive, ce qu'on appelle des polyphénols. Et ces polyphénols sont des polyphénols qui sont des produits antioxydants, anti-vieillissement, donc ils sont intéressants pour notre santé. Vous voyez. Alors il ne faut pas dire qu'on va guérir le vieillissement avec les polyphénols de l'huile d'olive. Bon, mais l'huile d'olive sera aussi importante que le verre de vin à la fin de chaque repas. Autre affirmation que l'on trouve évidemment sur Internet, et comme quoi on trouve tout et n'importe quoi, les bienfaits de l'huile d'olive permettent de lutter contre les problèmes de peau d'acné. C'est pas du tout idiot. Pourquoi? Parce que l'acné, j'ai eu ce matin une question avant de partir d'une jeune femme qui a, je ne sais plus, 25 ou 30 ans et qui a beaucoup d'acné depuis l'âge de 12 ans. Bon. Alors elle me dit qu'elle mange bio. Très bien. Mais elle ne me donne ni sa taille ni son poids. Or, elle est peut-être en surpoids. Bon. Deuxièmement, elle ne me dit pas comment elle mange, sauf qu'elle dit bio. Bon. Si elle se gave de pain blanc bio, c'est du sucre. C'est le sucre qui va déclencher la formation de gras et d'une peau grasse. Donc il faut changer certainement ses habitudes alimentaires. Je ne peux pas le lui faire tout de suite, il faut que je vois les réponses aux questions que je lui ai posées. Mais ce qui est certain, c'est que la peau grasse, c'est une peau qui souffre de mauvaises habitudes alimentaires. Alors ce n'est pas en passant de l'huile d'olive sur la peau que vous allez faire partir l'acné. Ce n'est pas non plus en prenant de l'huile d'olive que vous allez faire partir l'acné. Il y a des médicaments, en particulier le Roaccutane, qui est un médicament que je considère comme dangereux, qui apporte des doses importantes de prévitamine A, pas de vitamine E. On va voir que dans l'olive, il y a de la E, il y a aussi de la A, mais surtout de la E. Et donc, ce médicament de prévitamine A aide véritablement à réduire l'acné. Mais je ne suis pas favorable à ce médicament. Je suis, avant de parler, de consommer et de prescrire un médicament, changez vos habitudes alimentaires. Voilà. Faites du sport, transpirez. La transpiration fait que la peau qui est grasse va éliminer par les glandes sébacées un sébum et aussi de la transpiration qui vient de ces produits que nous mettons sous notre peau, qu'on appelle fongicides, pesticides, insecticides, et qui sont des produits lipophiles. Ça veut dire qu'ils aiment le gras. Donc, la personne qui a de l'acné, parce que là était votre question, il faut lui changer ses habitudes alimentaires, virer le sucre, virer les produits laitiers, faire du sport, avoir une vision positive de soi-même, bon, soigner sa peau. Et nous verrons qu'il y a d'autres huiles qui peuvent être intéressantes pour la peau. L'huile d'olive hydrate le corps. Non, hydrate le corps, l'expression n'est pas bonne, parce que hydratation, c'est apporter de la flotte, c'est apporter de l'eau. Non, je dirais l'eau hydrate le corps, et l'huile d'olive va aider à la digestibilité par rapport au beurre, va aider à l'absorption des aliments, va aider à réguler un petit peu votre tension artérielle, va régler à réduire la consommation des produits sucrés. Donc, si vous avez du diabète, vous allez réduire. Ne mettons pas dans la tête des gens quelque chose qui est faux. C'est l'huile d'olive, ça fait grossir. C'est pas vrai. Vous n'allez pas prendre un litre d'huile d'olive par jour. Évidemment. Il faut être clair. Évidemment. Apaise les irritations. Les irritations, lesquelles? De la peau? Ah ben oui, ça c'est tout à fait possible. Vous pouvez avoir une allergie à je ne sais quel produit, ou bien vous savez, moi j'ai des taches de rousseur. Alors je peux avoir des taches, vous voyez, sur les mains, vu l'âge, on a des taches parfois, les femmes elles n'aiment pas ça. Bon, eh bien très souvent, ce qu'elles font, elles passent de l'huile d'olive dessus, régulièrement, matin, soir, des petites couches très fines, et puis elles vous disent, regardez, ma tache elle a disparu. Donc effectivement, vous avez une absorption par la peau de la partie grasse de l'huile d'olive, qui est très grasse par définition, mais aussi vous avez la même chose pour l'huile de colza.
voyez. Donc non seulement vertu par l'alimentation, mais vertu aussi pour la peau. Et la peau et les rides? Alors les rides, oui, il faut faire attention. C'est plutôt ce qu'ils appellent le gommage. Vous voyez, les femmes, elles veulent gommer les rides. Oui, les hommes aussi. Hein. Oui, les hommes aussi. Bon, ça vient, ça vient. Oui. Mais bon, moi je trouve que les rides, elles sont sympas. Mais pourquoi pas? Ça peut être utile, pourquoi pas. Mais vous avez aussi, avec des noyaux, on arrive à faire des produits avec de l'huile d'olive, avec des extraits des noyaux, etc. Un produit qui permet de faire du gommage sur le visage, sur les bras, sur d'autres zones du corps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, première question. L'huile d'olive fait-elle grossir? Non. Bah, tiens, voilà, ça c'est réglé. Quelle quantité on en absorbe par jour? Ouais, je vais vous dire par semaine, ce qui me concerne, pour Coralie, mon épouse et moi, si nous faisons 1 litre par semaine, ben voilà. Ouais, fait Ça quand veut dire même, que c'est 500 millilitres par semaine pour une personne. Bon, ça veut dire qu'on en met dans toutes les salades et puis dès le petit déjeuner. Puisque dès le petit déjeuner, ça coule sur ma tartine, bien sûr. Ça, j'avoue que. Non, mais essayez, Marc. Non, mais La prochaine c'est-à-dire fois. que c'est pas le premier truc qui me Oui. vient quand Mais vous mettez du beurre. Non, 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 non. Ah moi, non. en fait, je vous dis. Vous voulez que je vous dise ce que je Oui, prends le matin? dites-moi. C'est une catastrophe. Je trempe des madeleines dans mon café. Oh là là, non mais la Madeleine, c'est pour Proust. Non, non, mais laissez la Madeleine tranquille. Là, vous avez une addiction à la Madeleine. Non, non, mais j'ai une addiction au sucre, professeur. Oui. J'ai vraiment une addiction au Oui. sucre. C'est pour ça que la précédente émission que nous avons enregistrée et que vous pouvez voir évidemment sur la chaîne est très intéressante sur les addictions parce que je me suis vraiment retrouvé dans ce que vous disiez. Mais Oui. voilà, non, non, La non. mais- Madeleine, ça. La madeleine. Non, je pensais. C'est non. bon, la madeleine. Marcel Non, non, mais- Proust. Alors, donc sur du pain complet, vous dites? Oui, Pain complet et moi je un prends la petit tartine filet de d'huile sarrasin. d'olive. Oui, parce que je suis assez près de Cucugnan où il y a un oui, pain vous en absolument parlez très remarquable. souvent. Ouais. Et là-bas, vous avez la miche de pain. Ne demandez pas la baguette, vous allez vous faire jeter. Mais la miche de pain avec des semences anciennes. Alors là, l'huile d'olive là-dessus, c'est sublime, quoi. C'est sûr. Et si votre huile d'olive est bonne, vous n'avez pas besoin d'ajouter un peu de sel. Si votre huile d'olive est assez minable au niveau du goût, il faudra en ajouter un petit peu. Et ça ne fera pas monter votre tension artérielle. Mais vous allez avoir, n'oubliez pas ça, la digestibilité. Vous digérez mieux que votre madeleine. Il y a de fortes chances. Heureusement qu'il y a votre livre sur justement cette thématique de l'olivier parce que il n'y a pas de communication extraordinaire autour de Non, l'huile d'olive. Non, c'est exact. Alors, figurez-vous qu'avant l'émission, quand même, je suis revenu dans le livre pour regarder de près. Franchement, il est très intéressant parce qu'il y a tous les chiffres, il y a toute l'utilité, puis il y a les meilleures huiles. Hein. Tout ça est détaillé, il y en a beaucoup. Franchement, je pense que ce bouquin est très intéressant pour la santé. Le titre est bon, sauf qu'il fallait mettre tout l'olivier pour votre santé. Et j'ai écrit cela avec Franck Poirier. Franck Poirier, c'est un oléiculteur. Ça veut dire qu'il cultive l'huile d'olive sur les corbières. Il est à peu près à 500-700 mètres d'altitude. Et au début, on lui dit que ce que vous allez faire, des oliviers, c'est trop haut, ça ne poussera pas. Ça pousse très bien. Il fait une très très bonne huile d'olive. Régulièrement, je fais tous les ans au mois d'août une conférence chez lui pour parler des bienfaits de la santé, pas simplement de l'huile d'olive, mais sur la santé en général. Et Franck Poirier est un homme qui est d'origine française, mais qui a été au Canada, qui est un passionné de la santé, des arbres fruitiers. Et je peux vous dire que sur l'huile d'olive, il en connaît un bout. Pour avoir une huile d'olive bio. Ça veut dire qu'il n'y a pas de trafic là-dedans, il n'y a pas de mélange. Bon, et malheureusement, heureusement, il a de plus en plus d'oliviers qui commencent à donner, bon, mais il n'arrive pas à les tenir, son huile d'olive. Et il a en plus un pressoir. Un pressoir ancien qu'il est allé chercher en Espagne, qu'il a installé. C'est un coin absolument fabuleux, à Albière, c'est dans les Hautes-Corbières. Et donc le livre, je l'ai écrit avec Franck Poirier, oléiculteur à Albière dans l'Haute Corbière. Je recommande vraiment son huile d'olive. C'est fascinant parce que tout ce que vous avez, enfin, la plupart des ouvrages que vous écrivez, c'est toujours soutenu par un professionnel de la question. Toujours. Le chocolat avec un chocolatier. Tout à fait. C'est important. Et pour les centenaires, avec Edgar Morin. Avec Edgar Morin. Avec Edgar Morin, il vous faut quelqu'un qui connaît la situation. Évidemment. Bon, donc c'est un maître pour moi. Il va avoir 101 ans, il faut le faire quand même. Hein. Ou 102, je ne sais plus si c'est pas 102 même. Alors, l'huile d'olive et la cuisson. Parce que ça aussi, oui. On a tout entendu, vous parliez justement de la cuisson. Oui, alors c'est la seule huile qu'on peut faire cuire, mais le moins souvent possible. Et il faut aller à une température qui ne dépasse pas les 210 degrés. À partir du moment où ça fume, vous avez la fumée de la cuisson de votre huile
Si vous approchez votre visage, vous allez avoir du piquant sur les yeux, comme quand les CRS vous envoient leurs petits pchit ou leurs grenades lacrymogènes, ça veut dire qu'ils vous font pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils mettent dans la grenade lacrymogène ou dans leur pchit un produit qui est une acroléine. Acroléine, c'est une huile qui a été brûlée. Voilà. Donc, quand vous voulez faire des frites, quand vous voulez préparer votre poisson, moi je vous conseille de le faire cuire à la vapeur douce. Et quand il a cuit à la vapeur douce, on a fait une émission avec mon épouse qui est une prix Nobel, je dirais, de la cuisson, pour moi en tout cas. Tout à la vapeur. Mais bien sûr, tout à la vapeur, c'est la cuisson la plus idéale pour la santé. Eh bien, à ce moment-là, vous arrosez votre poisson, vous arrosez vos côtelettes, vous arrosez votre viande, vos patates, vos carottes, vos légumes, etc., vos pois chiches avec l'huile d'olive. Non, mais attendez, parce que il y a beaucoup mais vous ne faites pas cuire. Non, mais il y a beaucoup de gens qui vont faire des petites pommes de terre sautées Oui. et qui vont mettre, donc qui commencent par mettre un petit bain d'huile, Oui. d'huile d'olive notamment. C'est ce que je fais. Et puis voilà, on met les pommes de Oui, terre, mais alors, machin. il faut pas- Sauf que les 210 degrés qu'il ne faut pas dépasser. Ah non, mais alors vous surveillez vos patates. Oui. Il vous faut les surveiller, vous les retournez pour qu'elles soient un petit peu Oui, dorées, même ça suffit. Je secoue là même. Vous secouez, bien sûr. Voilà, ouais, Secouez. ouais. J'ai fait ça encore récemment, moi-même, quoi. Ouais. Mon épouse n'était pas là, donc je l'ai fait. Je me suis régalé. Ouais. Mais là, je fais attention, je suis à côté. Ouais, ouais. Exactement comme quand vous faites un œuf à la coque ou un œuf au plat, vous ne foutez pas le camp, sinon vous On allez... est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que l'huile, donc dès l'instant où on voit qu'il y a de la fumée qui s'est. Ah non, mais il faut pas aller à la fumée. Il ne faut pas aller à la fumée. Surtout pas. Surtout pas. Quand vous êtes allé à la fumée, vous pouvez jeter l'huile après. Oui, c'est hein. ça, ouais, c'est ça. Faut la jeter. C'est hein. cancérigène? Comment? C'est cancérigène? Non, c'est pas que c'est cancérigène, mais c'est un irritant, c'est pas bon pour votre Ah, ok, corps. d'accord. Non, Parce que non. ça aussi, ça a été dit, c'est cancérigène. Oui, non. Alors, vous savez, vous avez des bagarres entre les différents lobbies les uns et les autres, ceux qui veulent prendre que vous consommiez du beurre et pas de l'huile d'olive, Ouais. ceux qui veulent pas que vous consommiez du beurre. Bon, il faut faire attention. Il faut avoir un peu d'intelligence. Et c'est pour ça que j'écris ces bouquins. C'est pour donner de l'information aux gens qui soit une information sûre. Vous voyez? Bon, et quand je ne suis pas sûr, ben, je dis, écoutez, ça, on ne sait pas. Voilà. Bon. Mais quand on le sait, ben, il faut le faire savoir. Est-ce que vous avez vu, même je vous avais posé cette question lors de l'émission sur le chocolat, les bienfaits effectivement chez vos patients lorsqu'ils ont décidé d'intégrer Bien sûr. dans leur repas une quantité d'huile d'olive? Alors, ce n'est pas simplement sur la quantité d'huile d'olive que vous allez voir des choses importantes, sauf la digestibilité. Faites avec le beurre et puis essayez aussi avec votre... Je vais enlever Voilà. les madeleines. avec votre madeleine. Non, je vais le voir plus dans la tisane du soir chez des gens qui ont des tendances hypertensives. C'est-à-dire qu'ils vous disent, je fais des hauts, je fais des bas, mon cardiologue m'a vu, il m'a dit, attention, si vous continuez, je vais vous prescrire un hypotenseur parce que vous montez trop haut. Bon. C'est des gens qui ne régulent pas bien. Eh bien, ce qui est intéressant dans la décoction ou l'infusion de feuilles d'olivier, vous prenez les feuilles d'olivier de l'année. Les feuilles d'olivier, ça vit 3 années. Les plus jeunes, les plus récentes, on les voit. Il y a les plus anciennes sur le début de la tige et puis la plus récente de l'année. Bon, vous plumez un peu votre olivier et vous allez soit faire sécher, soit d'emblée, vous allez les mettre sur une cuillerée à soupe, bien tassée. Vous allez mettre de l'eau bouillante là-dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, la feuille d'olivier va libérer un produit qu'on appelle la mannite. M-A-2-N-I-T-E. Ce n'est pas la manne des Hébreux dans le désert. Rien à voir. Mais ça va vous libérer ce produit qui est un diurétique. Ça veut dire que ça va vous aider à uriner. Absolument. Si vous avez trop de tension, on donne souvent un hypotenseur associé à un diurétique. C'est-à-dire on vous fait uriner, vous urinez plus souvent et votre tension va baisser. Et là, en prenant cette tisane, moi je la prends très souvent le soir avec de l'artémisia par exemple, eh bien ça vous donne une régulation de votre tension artérielle et en même temps, ça vous fait uriner un peu plus. Donc avant d'aller vous coucher, si vous la prenez à 9h ou 10h du soir, vous vous couchez à 11h. À 11h, vous allez éliminer tout ça pour ne pas avoir à vous lever la nuit. Donc c'est un régulateur. Et là, j'ai vu des gens très contents d'avoir pris ces tisanes et d'éviter la peur de prendre un médicament. Alors, attention, quand la personne prend un hypotenseur, ce n'est pas moi qui ne suis pas cardiologue qui vais lui dire vous arrêtez votre médicament. Par contre, je leur dis, vous demanderez à votre cardiologue si vous pouvez prendre une tisane de feuilles d'olivier. Il y en a qui le savent, surtout dans le sud de la France. Dans le nord, je ne sais pas, mais il y en a qui le savent. Par contre, il y en a d'autres. Qui c'est qui vous a dit ça? Si vous dites c'est Joyeux qui vous l'a dit, alors il va convulser, il va vous dire c'est un charlatan, foutez le camp, ne prenez pas ça. Non, mais ne dites pas mon nom, je crois que c'est mieux, ça passera plus facilement.
et en même temps, ça vous sera utile. Mais ça sera aussi utile au cardiologue. Donc le matin, petit déjeuner, et le soir, en tisane. Oui. Et même en tisane le matin, vous pouvez prendre, si vous avez pris votre cacao ou votre thé ou votre café, une tisane à 10 heures du matin de feuilles d'olivier, un petit peu amère. C'est un peu amer. Si vous trouvez, c'est bon pour le foie parce que l'amertume. Rajouter du miel un peu. Oui, voilà. Vous ajoutez un peu de miel tranquillement. Voilà. Que ce soit pas trop chaud. Il ne faut pas que le miel soit chauffé. Hein. Faut pas que le miel soit chauffé. Voilà. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut laisser redescendre la Oui, température de la tisane avant que de ce soit mettre, chaud, mais pas c'est ça. bouillant. Pas bouillant. Pas bouillant. Ok, intéressant. Comme toujours. Question, tiens, d'Olivier, il a 51 ans, il est à Bourges. Est-ce Ah oui, la réponse est de bonne. cuisiner à l'huile d'olive plutôt qu'au beurre? Bah oui. Oui, alors huile d'olive plutôt que beurre, ça, il n'y a aucun doute. Ouais. Les œufs au plat, je ne mets pas du beurre. Non, je mets de l'huile d'olive. D'accord. Bon, quelle température supporte l'huile d'olive? Il faut être à moins de 210 degrés. N'allez pas chauffer à mort. Baissez le feu, voilà, ou baissez la plaque, de telle façon que vous puissiez faire cuire et surveiller ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire cuire des pommes de terre, il faut les couper en petits morceaux. Bon, les ayant coupés en petits morceaux, vous faites un peu comme les Chinois, vous les mettez sur votre poêle, vous avez mis de l'huile d'olive déjà, et puis vous allez les voir, vous tournez tout ça. Voilà. Juste une chose, je connais des personnes qui préfèrent des matières grasses façon oméga 3 pour cuisiner, plutôt que l'huile d'olive. Oui, alors non, l'oméga 3, c'est l'huile de colza, c'est l'huile de noix, c'est l'huile de cameline qui en ont le plus. Vous n'avez pas tellement très peu d'oméga 3, qui est un acide gras essentiel, dans l'huile d'olive. Il y a un petit peu d'oméga 6, il y a surtout de l'oméga 9. Et l'oméga 9, c'est un acide gras qui n'est pas essentiel, mais qui reste important pour votre santé. On va voir dans d'autres circonstances. Revenons sur les oméga 3. Pour les oméga 3, il n'y a aucun doute que nous en avons besoin parce que c'est un acide gras essentiel. Donc essentiel, ça veut dire que mon corps ne le fabrique pas. Oui. Par exemple, l'oméga 3 est capable de traverser la barrière entre le sang et le cerveau. Bon, il y a une barrière qu'on appelle hémato-encéphalique. Bon. Notre cerveau a besoin d'oméga 3 pour fabriquer quoi? Du cholestérol. Notre cerveau fabrique du cholestérol. Notre foie fabrique du cholestérol. Dans notre cholestérol qui est dans notre corps et qui circule, il y a la moitié qui est fabriquée par le foie, l'autre moitié qui vient de l'alimentation. Le cholestérol qui circule dans mon sang ne peut pas traverser la barrière hémato-encéphalique. Pourtant, mon cerveau a besoin d'en fabriquer pour faire des neurotransmetteurs, pour faire que le neurone, qui est une cellule, et puis qui a un axe qu'on appelle l'axone, quand le neurone reçoit une décision d'information pour faire ceci ou cela, il faut que l'influx nerveux y passe. Or, sur l'axe, qui est le fil électrique, si vous voulez, il y a de la graisse tout autour. Et cette graisse, on sait que ce sont des oméga 3, ce sont des oméga 9, ça s'appelle de la sphingomyéline, bon, peu importe le nom, mais ça veut dire que le cerveau a besoin de ce gras d'oméga 3, comme il a besoin des oméga 9 qu'il a dans l'huile d'olive, comme il a besoin des oméga 6, mais le problème, c'est que nous consommons trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Les oméga 3, vous les avez dans les poissons, dans les fruits de mer, en bonne quantité. Vous les avez dans l'huile de colza, dont j'ai parlé, dans l'huile de noix. Et les oméga 6, vous les avez surtout dans les produits animaux. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être vegan obligatoirement, mais l'orientation vers le végétal, huile végétale, est certainement utile par rapport à la consommation de produits animaux gras. Donc ça veut dire que les fameux oméga 3 qu'on retrouve sous la forme de tablettes de beurre, vous voyez comment... Oui. Alors attention. Oui, que ce soit la du tablette de beurre aux pur oméga 3 ou le beurre Saint-Hubert ou de je ne sais pas quoi. Oui, vous avez toutes, voilà, toutes ces alors déclinaisons. prudence. Le mieux, mon fils qui connaît bien le sujet me dit, oméga 3, c'est 2 cuillerées à soupe d'huile de colza par jour. Bon, l'huile de colza, elle a un certain goût. Ouais, il faut, ouais. Moi, qui ne me convient pas trop. Bon, il y en a qui l'aiment. Bon. Ça veut dire que je vais mixer l'huile d'olive avec de l'huile de colza. Voilà. Et là, ça passe très bien. Dans la salade, si vous mettez plus d'huile d'olive, vous aurez le goût de l'huile d'olive et moins le goût du colza. Donc, ça l'étouffe un peu, si vous voulez. Mais en même temps, vous avez la quantité d'oméga 3. Donc, c'est sûr que, attention, vous avez une mode. Elle n'est pas mauvaise. Mais je ne suis pas pour aller prescrire des gélules d'oméga 3. D'accord? Soyons clairs.
Bon. Et en même temps, je ne suis pas en train de vous dire qu'avec les oméga 3, on évite toutes les maladies, qu'on guérit tout. Mais si vous avez une personne qui est en train de démarrer un Parkinson ou une perte de mémoire, qui commence à avoir la trouille de l'Alzheimer et tout ça, je lui dirais, eh oh, l'oméga 3, il vous en faut pour votre cerveau, combien vous en consommez? Ah, du poisson, j'en prends une fois par mois. D'accord, donc vous n'en avez pas. Vous prenez l'huile de colza? Ah non, non, je prends que l'huile de tournesol. Ah ben d'accord, ben, l'oméga 3, vous n'en avez pas. Ou alors je prends une huile qui est un espèce de mélange trafiqué sur lequel il y a écrit sur l'étiquette oméga 3, Prudence. Question. Question de Christiane, 61 ans, à Bruxelles, en Belgique évidemment. Mon mari a un cancer des lymphomes. Est-ce qu'on peut jeûner sous chimiothérapie et quels sont les bénéfices? Oui, on peut jeûner sous chimiothérapie, c'est-à-dire que la chimiothérapie vous donne des nausées. Elle vous donne des troubles digestifs. Bon. Donc ce que je conseille pour des personnes qui doivent subir, parce que c'est important, une chimiothérapie, c'est que les 2 jours d'avant, et le jour de la chimio, et le jour d'après, ça fait 4 jours, de jeûner. Jeûner, ça ne veut pas dire je ne mange pas, je ne bois pas. Boire, fondamental. Ce qui serait le plus utile, c'est l'extracteur de jus. Vous faites un mélange avec jus de fruits, frais, de saison et bio si possible, et puis vous mettez des légumes, ce qui vous plaise, bon, et vous broyez tout ça. Ajoutez de l'huile d'olive, ça ne peut pas vous faire de mal, pas en grande quantité. Là, vous êtes dans un état de jeûne. Alors, mon mari a un lymphome. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un cancer du système lymphatique. Il a un cancer du système ganglionnaire. Ce n'est pas des ganglions au niveau du cou, des ganglions dans le thorax, des ganglions dans l'abdomen, des ganglions partout ou pas partout. Ça peut être un lymphome au niveau du cerveau, au niveau des glandes mammaires, au niveau de la prostate. On voit des lymphomes partout aujourd'hui. Le lymphome, quand j'étais en activité chirurgicale, on en voyait surtout pour l'estomac. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le système immunitaire de l'estomac ne fonctionnait pas pour protéger de toutes les agressions que reçoit l'estomac par l'alimentation. Si vous envoyez dans votre estomac des aliments en morceaux, il n'aime pas. Hein? Il n'aime pas. Vous lui faites sécréter trop d'acide, vous le faites trop travailler. Un beau jour, il va vous dire, ça suffit tout ça. Bon, ça passe pas bien, il y a du reflux, le reflux ça brûle, etc. Bon, et vous pouvez vous retrouver avec des cellules du système immunitaire de l'estomac qui se mettent à chahuter, à se multiplier, lymphomes. Je voyais récemment des lymphomes du tube digestif bas, au niveau du rectum, on en voit partout. Pourquoi? Parce que les lymphomes sont liés à une immunité qui n'est pas une immunité de qualité. Et donc les bouquins que j'écris sont des bouquins qui ne sont pas destinés à traiter les lymphomes, mais qui sont destinés peut-être à ce que vous ayez un système immunitaire de qualité pour éviter d'avoir ces maladies. Moi, je ne propose à personne d'avoir des lymphomes. Or, si vous êtes fatigué, si vous mangez mal, si vous dormez mal, si vous avez des habitudes avec le tabac, avec telle ou telle addiction dont nous avons parlé, ben voilà, vous êtes sur le chemin d'une immunité faible. On fera une émission sur le jeûne, oui, on fera une émission sur les régimes également. Et sur l'immunité, les défenses immunitaires. Absolument, c'est important. On revient à l'huile d'olive, on revient aux Verte olives. ou noire. Verte ou noire. Les deux sont aussi bonnes l'une que l'autre. Ouais. Non, à Nyon, on va vous donner de la noire. Moi, j'aime beaucoup les deux. Je dirais qu'à l'apéritif, moi, je mettrais moitié-moitié. Je consommerais chacune. Voilà. Et j'en consommerais pas mal parce qu'il y a du bon calcium là-dedans. Il y a du bon magnésium. Le bon magnésium, vous avez du bon phosphore pour phosphorer. Bon, il n'y a que du bon, en fait. Il n'y a pas de mauvais. Mais il n'y a que du bon. Il y a que du bon. Sauf le noyau. Mais oui, si vous avalez le noyau, vous inquiétez pas, il foutra le camp. Bon, alors, bien fait pour la digestion, oui. Ça ouvre l'appétit. Oui, c'est ça. Ça ouvre l'appétit. Et aussi, n'oubliez pas, le tremper, le petit morceau de pain, de sarrasin, de ce que vous voulez, dans l'huile d'olive pour ouvrir votre appétit. Donc, bien fait pour la digestion. Alors, vous vouliez parler effectivement des huiles autres que les huiles d'olive, colza, noix, cameline. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Elles contiennent beaucoup d'oméga 3, c'est en ce sens qu'elles sont intéressantes. Le danger de ces huiles, c'est qu'elles s'oxydent facilement, rapidement. Et que donc, il faut que les bouteilles soient en verre. Il faut qu'elles soient protégées de la lumière, il faut les consommer rapidement. Et qu'on connaisse la provenance. Qu'on connaisse la provenance. Et plutôt bio. Et plutôt bio. Alors attention, toutes sont plus chères. Toutes sont plus chères. La moins chère, c'est le colza, soyons clairs. Bon. Elle n'a pas le même goût que l'huile de noix. Bon, l'huile de noix est absolument excellente. Elle apportera évidemment des oméga 3
des oméga-6, vous avez l'huile de chanvre également, qui donne un très bon équilibre. Donc, moi, je dirais que chez les personnes qui commencent à avoir la peur des maladies neurodégénératives, je forcerai sur la consommation dans leur salade, forcerai sur la consommation de ces huiles, non pas en grande quantité, mais associée à l'huile d'olive. Donc on en revient. L'huile d'olive reste le principe essentiel de l'huile végétale et les autres dont nous venons de parler ne peuvent faire que du bien. Alors maintenant pour les huiles d'olive, attention, choisissez, on en a un petit peu parlé, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle les perles de l'Atlas. C'est un ami marocain qui dirige Atlas Olive Oil au Maroc. Je suis allé voir ces oliviers qui se prennent 50-55 degrés sur la tête en plein été, donc qui fabriquent des quantités de polyphénol absolument incroyables. Donc, exactement comme pour le Larzac, vous avez des quantités de polyphénol qui sont très importantes et qui ont des vertus anti-vieillissement, antioxydantes, réduire votre diabète, réduire votre hypertension artérielle, réduire votre inflammation, à un point tel qu'ils sont capables de mettre ça en gélule. Moi, je ne suis pas trop pour les gélules, je préfère le consommer. Les gélules, quand je prends des gélules, je me dis que je suis malade, quoi. Vous voyez. Donc, je préfère prendre ça dans la salade avec de bons plats. Bon. Donc, même les compléments alimentaires en gélule, non, c'est pas votre ouais, truc. non, il peut arriver d'en prendre. Si j'ai une bonne gastro, je vais prendre des probiotiques immédiatement. Je prends 6 gélules de probiotiques et ma gastro a été éliminée en 24 heures. Vous voyez. Bon, mais d'une manière générale, je ne suis pas très favorable à la consommation de ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Ce qu'il faut, c'est avoir les bonnes choses dans votre assiette, quoi. On ne travaille pas suffisamment l'assiette. L'assiette aujourd'hui, c'est un peu du n'importe quoi, quoi. Vous voyez, hier, j'étais au restaurant et je voyais des gens qui prenaient des comment ça s'appelle? Des hamburgers? Ouais, des hamburgers. Non. Et ils mastiquent ça, ils ouvrent la bouche plein pot, ils vous prennent le hamburger. Je me dis, quelle pitié, quoi. Mais vous savez que c'est très compliqué parce que je vais révéler quelque chose parce que à l'heure où on enregistre cette émission, Oui. on va aller déjeuner après. Et bien sûr. Mais vous savez que c'est Ah, vous avez mis des hamburgers? Non, c'est l'angoisse totale. On se dit, mais attendez, quand le professeur est joyeux là ou avec son épouse, et où est-ce qu'on vous emmène déjeuner? Parce que c'est Salade. la salade. Ouais. Avec de l'huile d'olive. Avec de l'huile d'olive. S'il y a du riz plutôt complet, voilà. S'il y a des pommes de terre, qu'elles soient cuites à la vapeur douce et qu'il y ait du végétal, voilà. Et sans forcer sur les produits animaux, voilà. Non, très simple. Très simple. Très simple. Donc, on peut alterner les huiles végétales. Bien sûr. Hein, on peut... Mais tout à fait, tout à fait. Vous voyez, vous avez un autre sujet aujourd'hui où on met la trouille, en particulier aux femmes, et ça y est, ça vient pour nous, c'est l'ostéoporose. Oui. Oh là là, madame, vous avez quel âge? 48 ans? Vous allez avoir de l'ostéoporose. Il faut vous faire une ostéodensitométrie. On prescrit, remboursé par la Sécu. On fait l'ostéodensitométrie. Il faudra faire venir un de mes collègues qui est rhumatologue là-dessus sur le plateau pour en parler. Et cette ostéodensitométrie, elle est paramétrée. Elle est paramétrée sur un squelette de 20-25 ans. Et vous en avez 48 ou vous en avez 60. Donc vous n'avez pas le même squelette. Bien que notre squelette, nous le refaisons tous les 10 ans. Mais ce n'est pas tout à fait le même. C'est vrai que mon squelette de 77 ans n'est pas celui de 67, n'est pas celui de 57, etc. Cependant, il faut qu'il soit solide pour l'âge que j'ai. Bon. Donc, on va vous dire, quand même, vous avez une ostéopénie. Ça veut dire, vous avez une calcification insuffisante. Donc, il faut qu'on vous donne un traitement. Comprimé, gélule, piqûre, tout ce que vous voulez. Alors, ce qu'il faut faire, activité physique. Votre système osseux, il vous dit, fais-moi marcher, fais-moi courir, fais-moi faire du vélo, fais-moi faire de la piscine. C'est ça qu'il vous dit. Et avec ça, votre système osseux, il vous dit, si tu me fais bouger, je vais te fabriquer une moelle osseuse aux petits oignons. Alors, c'est quoi la moelle osseuse aux petits oignons? C'est l'intérieur de l'os qui, figurez-vous, fabrique les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Base de notre immunité circulante. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, vous êtes anémique. Si vous avez trop de globules blancs, vous êtes infecté. Si vous n'avez pas assez de plaquettes, vous allez saigner dès que vous prenez le moindre coup. Si vous en avez trop, vous allez faire des thromboses. Vous avez besoin de vous bouger. Nous avons un squelette sur 2 pattes
Et ces deux pattes, c'est pas simplement de traîner les pieds avec les babouches, c'est de véritablement se bouger, d'avoir une activité articulaire. Je prépare un bouquin après le bouquin centenaire que vous avez montré, où j'ai traité bien respirer, bien voir et bien entendre. Le prochain va s'appeler, fait avec un rhumatologue, vous voyez, je prends un gars qui connaît le sujet, Absolument. docteur Jean-Pierre Poinsignon, je l'annonce, ça va s'appeler Solide pour un siècle, os, articulation, génie articulaire, tendons et muscles. Nous allons traiter ça avec beaucoup de dessins. C'est ma femme qui fait les dessins. Alors, on discute beaucoup parce que parfois, elle ne fait pas les dessins dans le bon sens, mais elle se régale quand même. Elle est très sympa. Ça vient après la sortie de votre livre autobiographique? Oui, ça sortira après. Là, on va le faire en 2024. Ah, d'accord. L'autobiographique, c'est une autofiction. Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Oui, c'est une sorte de roman, mais en même temps, c'est vous. Ah ben oui, parce que c'est moi qui l'écris et je Votre raconte. histoire. Alors, c'est votre passion pour la médecine. Le professeur ne s'appelle pas du tout Joyeux, hein, celui qui est là-dedans. Il s'appelle Ledoux. Vous voyez, j'ai préféré choisir. Je me suis méfié parce qu'il y en a des Ledoux dans toute la France, mais du Georges Ledoux, il n'y en a pas. Donc j'ai choisi comme nom Georges Ledoux, qui fait un remplacement dans le trou du cul du monde, qui est un petit village en France. Il est à la retraite et donc il va faire un remplacement. Et il va voir beaucoup de gens. C'est passionnant. Et je raconte fin 2023. Oui, je voudrais qu'il sorte à Noël. À Noël. Bon, il faut arriver à convaincre l'éditeur, mais bon, s'il écoute l'émission, il prendra. Est-ce que certains vont dire, alors vous allez dire que c'est une fiction, même si ça raconte un peu votre vie, est-ce que vous réglez vos comptes? Non, je ne veux pas régler mes comptes. Non. Je vais raconter ce que je fais avec les malades. Je vais raconter que je ne fais pas payer les consultations. Voilà. Donc, parce que je suis en remplacement, mais je peux faire payer les gens. Je dis non, je peux pas payer. Bon, parce que j'ai autre chose à faire que de remplir les papiers pour la Sécu. Donc, je vais faire des économies à la Sécu. Donc, je ne règle pas mes comptes avec la Sécu, je leur fais faire des économies. Et puis, là-dedans, ben voilà. Il lui arrive des mésaventures quand même, j'imagine. Oui, il y a des mésaventures, bien entendu, à la fois avec des malades, bien sûr. Il faut être humble. Et puis, des mésaventures avec des collègues, parfois, qui ne comprennent pas. Voilà. Bon, et avec des instances. Oui, les instances qu'on appelle le Conseil de l'ordre. Alors, vous savez, il y a le départemental, il y a le régional, il y a le national. Bon, très bien, ben, j'en fais partie. Ils ont essayé de me virer. Bon, pour l'instant, je ne suis pas viré. Donc, j'ai le droit de faire des ordonnances. Voilà, mais j'en fais peu. Franchement, j'en fais peu. Ou alors, je dis, écoutez, allez voir mon collègue rhumatologue qui, lui, va vous dire ce qu'il faut faire. Parce que moi, je n'ai pas la compétence. Mais c'est ça qui est bien. Et c'est ça aussi, dans chaque émission, je pense qu'il faut le répéter. Parce que quand moi j'ai annoncé que le professeur Henri Joyeux venait sur ABC, je me suis pris un tollé général en me disant... Mais dites-leur de venir, qu'on discute. Mais c'est ça qui est fantastique. Et j'ai lu évidemment les commentaires. Mais comment il est radié? Mais comment peut-il... Je suis pas radié. Mais je sais. Mais effectivement, j'ai eu ce genre de réflexion. Mais comment peut-il prendre la parole? Il a été radié par l'ordre des médecins, blablabla. Bon, non, vous n'êtes pas radié. Pas du tout, non, vous n'êtes pas un anti-vaccin. Vous vaccinez. Vous avez vacciné près de 300 personnes contre le Covid. Bien sûr, mais ça vient d'où? On est dans un monde de fake news. On le voit dans tous les domaines. Tous les domaines. Que ce soit dans le domaine du commerce, dans le domaine de la politique, dans le domaine de la santé, nous le voyons aussi tous les jours. Regardez par exemple un journal auquel je suis abonné. J'ai abonné à 3 journaux. Figaro, Mediapart, c'est pas tout à fait la même maison. Et puis un journal suisse qui n'est pas cher du tout, il y a zéro publicité, qui s'appelle Horizon et Débat. Bon, c'est un journal qui donne des données sur l'Europe. Bon. Et quand je lis ces journaux-là, je vois qu'Horizon et Débat, avec des experts internationaux, ne me dit pas la même chose que du Figaro. Quand je vois les pages santé du Figaro, je vois que ce sont des pages santé qui sont totalement manipulées par les laboratoires pharmaceutiques qui sont derrière. Alors vous avez un professeur untel, c'est exact. Parfois c'est très, très très juste et très très bon. Et donc je garde le papier parce que je vois des choses intéressantes. Parfois c'est de la pub pour un médicament. Quand vous regardez les journaux comme Figaro L, d'accord, vous avez là aussi des médicaments qui poussent... Et vous n'êtes pas un anti-médicament. Non, mais pas du tout, mais qui poussent à la consommation. Poussent à la consommation. On fait la pub de tel ou tel truc. Bon, moi, je ne suis pas d'accord pour des pubs de médicaments. C'est le médecin qui doit prescrire. Quand, par exemple, il y a eu la Covid-19, qu'on nous a dit, vous n'avez pas le droit de prescrire ce qui n'est pas à l'Agence nationale de sécurité du médicament.
une indication. L'hydroxychloroquine, OK pour le palu, mais pas pour le Covid-19. Vous prescrivez pour le Covid-19, on peut vous poursuivre. Désolé, je l'ai fait. Bon, j'assumerai. Bon. Ivermectine. Oui pour la gale, la teigne. Bon. Ce n'est pas Covid-19 sur l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Vous prescrivez, on peut vous poursuivre. Ça fait quelque chose de grave. Vous risquez de tuer quelqu'un avec l'ivermectine. Vous risquez de tuer quelqu'un avec l'hydroxychloroquine. C'est le procès qu'on a fait à mon collègue Raoult. Écoutez, tous ceux qui ont fait un procès, ils n'arrivent pas à sa cheville. Ça fera l'objet Ouais, d'une autre discussion. Franchement, mais je peux comprendre franchement, Oui. il faut un peu de décence dans notre métier. Pareil pour Perron, qui a été enquiquiné, qui a écrit des bouquins. Moi, j'ai rien écrit sur le Covid-19. J'ai fait des lettres, j'ai fait des webinaires, mais je n'ai rien écrit sur le Covid-19. Vous n'avez pas écrit, il n'y avait pas un ouvrage sur le... Non, sur l'immunité. Sur l'immunité. Oui, Okay. sur l'immunité. Non, j'ai donné des conseils sur l'immunité. Qu'est-ce que c'est que l'immunité face à des virus, face à des bactéries, face à des parasites, face à des champignons. Non, mais là, on a essayé de tuer des collègues, parce que c'est ça. Mais qui c'est qui a essayé de tuer des collègues? Ce n'est pas le Conseil de l'Ordre. Pas du tout. Il faut y voir clair là-dedans. C'est que vous avez Big Pharma. Et je ne suis pas contre Big Pharma, je ne suis pas contre Sanofi, je ne suis pas contre les laboratoires pharmaceutiques. Je suis contre leurs abus. Contre leurs abus. Ils cherchent, regardez ce qui s'est passé avec le Mediator. Le Mediator de Servier était utile pour une indication particulière. Grand scandale. Bien sûr. Les médecins ont élargi eux-mêmes l'indication. Qu'est-ce qu'il a fait, Servier? Il a dit continuer. Il a laissé faire. Et quand on a dit attention, il y a des pépins, on a continué à prescrire. Ça a été pareil avec bien d'autres médicaments qu'on a utilisés. Je vais vous donner un exemple intéressant que mes collègues ne connaissent pas et que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Vous avez un prix Nobel en 1949. 1949, j'avais 4 ans, je ne me souviens pas. Ce prix Nobel a été donné à un neurologue qui se disait neurochirurgien au Portugal. Bien. Il s'appelle Edgar Moniz. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir un prix Nobel? Il a mis au point une intervention chirurgicale qui consistait à vous enlever les lobes frontaux. Les lobes qui sont en avant de votre cerveau, qu'on appelle lobes frontaux, pariétaux, occipitaux, les lobes frontaux. Comment s'est-il mis là-dedans? Bien, il y avait des Américains qui étaient vétérinaires, qui avaient un singe qui était agressif, etc. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lobotomisé ce singe, il est devenu calme. Bien. Il s'avère que quelques années après, à l'occasion d'un congrès de neurologie ou je ne sais quoi, il faudra voir ça, c'est intéressant à lire, sur l'histoire du bonhomme, le dénommé Moniz, il a une femme qui est complètement hystérique, paranoïaque, qui est complètement malade, et il dit la solution pour la calmer, on va lui faire l'intervention des lobes frontaux. Et on lui aspire les lobes frontaux. Parce que la cervelle, c'est assez mou, vous pouvez aspirer. Bon. Elle va se calmer. À partir de là, ça va être publié dans des congrès internationaux. Plus de 100 000 personnes vont être lobectomisées. Vous irez voir la vie de Rosemary, la sœur du président des États-Unis, John Kennedy. Cette sœur, qui était très belle, qui était très intelligente, a eu des problèmes dans sa vie qu'on ne connaît pas bien, qui fait qu'elle a eu des problèmes de nature psychologique, j'en sais rien. Bon, bref, son papa, Joseph, a fait opérer sa fille parce que c'était, entre guillemets, la mode. La tendance du moment. Elle a été transformée en légume. Il faut lire sa vie. En légume. En 1949, Edgar Moniz va avoir le prix Nobel pour l'intervention chirurgicale qu'il a. Moi, j'arrive en 1965, je suis externe des hôpitaux, je prépare l'internat, je passe dans un service de neurologie. Et j'apprends par mes maîtres qu'on fait des lobectomies à des gens qui ont des rectocolites ulcéro-hémorragiques. La rectocolite, c'est une maladie où on perd le sang par le tube digestif, où il y a un stress majeur, parce que quand vous avez du sang toute la journée, il y a de quoi vous stresser. Donc vous êtes angoissé, etc. Et on faisait des lobectomies pour arriver, soi-disant, à guérir ces gens. Ça s'est arrêté dans les années 66, peu de temps après moi, que je fus interne des hôpitaux. Et rendez-vous compte que le type, il a eu le prix Nobel,
Il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on le lui enlève, le prix Nobel. Seulement quand on vous le donne, on ne vous l'enlève plus. On aurait mieux fait de le donner en 1949 à Freud, qui n'était peut-être pas encore mort, il est mort en 1949. On aurait mieux fait de lui donner parce qu'il a ouvert des voies absolument extraordinaires sur la psychanalyse. Bon, il y a de tout dans la psychanalyse, bien entendu, mais on aurait mieux fait de donner le Nobel à Freud, puisque le Nobel, il existe depuis à peu près l'année 1902. Vous voyez? Bon, on a donné à un type qui a fait que des catastrophes. Attention, la médecine se trompe. Pas toujours, mais ça arrive. Et il y a eu des problèmes avec le Mediator, avec la Dépakine, avec des médicaments qu'on a donnés aux femmes pour réduire les nausées du premier trimestre de la grossesse. Et on a eu des enfants qui n'avaient pas de bras, qui n'avaient pas de jambes. C'était le thalidomide. Bon, maintenant, la thalidomide, on l'utilise en cancérologie parce que c'est un anti-angiogénique, on connaît bien le médicament, qui permet à une tumeur, si elle reçoit ce médicament très efficace, de réduire l'arrivée du sang dans la tumeur et de réduire son volume. Vous voyez, thalidomide en cancérologie, oui, mais pas pour réduire les nausées de la grossesse. On a fait des catastrophes. Hein. Il y a des humains derrière la médecine. Mais toujours, bien sûr. Et il y a toujours une dimension... Mais ça veut dire qu'il faut quand même exiger des tests précis. Le vaccin à l'ARN messager, montrez-moi les tests. Qu'est-ce qui devient l'ARN? Il rentre dans l'ADN ou il ne va pas? Il rentre dans l'ADN du cerveau, dans l'ADN des testicules, dans l'ADN des cellules respiratoires, etc. On ne sait pas tout ça. On a de plus en plus de recul. Et le recul ne paraît pas hyper positif. Hein. Les jeunes sportifs qui ne peuvent plus être sportifs ou qui ont perdu la vie. Bon. ARN messager, bon, moi j'ai encore vacciné, comme je vous disais, le 313e vaccin contre le Covid-19. Je l'ai fait parce qu'il y avait obligation de l'université américaine où va rentrer ce jeune. Là-bas, il a besoin d'avoir reçu sa vaccination s'il ne rentre pas. Sinon, il ne rentre pas. Bon, là, je dis, l'université américaine, elle est abusive. Et pourquoi est-elle abusive? Parce que vous avez des labos qui sont derrière, qui veulent que Pfizer, Moderna et tous les autres imposent. Ils imposent. L'histoire des 11 vaccins obligatoires, ça aussi, à l'âge de 2 mois, c'est totalement... On en reparlera certainement, avec le problème de l'aluminium. Mais vous avez vacciné vos petits-enfants. Mais bien sûr. Mais attention, pas de tout. Pas de tout. ROR, oui. Rougeole, oreillon, rubéole. Diphtérie, tétanos, polio, ça dépend où ils habitent. Ça dépend où ils sont. Ça dépend quels sont leurs comportements. En général, il y a une bonne hygiène de vie. Je veux dire, ils se lavent les mains. Bon, ils vont toucher la terre, certes. Mais tétanos, je vous dis, en France, il n'y en avait pratiquement plus. Voilà. L'huile d'olive, ça c'est un sujet évidemment passionnant, majeur, essentiel pour notre équilibre. J'ai oublié de vous dire qu'il y a de la mélatonine dans l'huile d'olive. Et je le revoyais en revoyant le bouquin que j'ai écrit. Il y a une mélatonine avec une quantité qui n'est pas négligeable, puisque c'est à peu près 100 mg dans 1 litre d'huile d'olive. Et la mélatonine est intéressante justement, puisqu'elle va se transformer après à la fois dans l'hormone de l'éveil, puis après dans l'hormone du sommeil. Donc tout ça, c'est intéressant. Donc il y a des petites quantités de mélatonine dans l'huile d'olive. Une raison de plus pour en consommer. Mais attention, ce n'est pas avec de l'huile d'olive que vous allez nécessairement vous endormir. Évidemment. Lisez le professeur Henri Joyeux avec Franck Poirier. Oléiculteur. Sur pas les terrasses du Larzac. Alors, le livre est préfacé par Raphaël Colici, des Terrasses du Larzac, qui est lui aussi un oléiculteur qui a un oléatherme. Vous voyez, oléatherme, ça veut dire, c'est un terme avec massage, avec de l'huile d'olive, etc., des trucs absolument fabuleux. Et donc, il a préfacé Raphaël Colici sur les Terrasses du Larzac. Le bouquin, je l'ai fait avec Franck Poirier, qui est un oléiculteur qui est dans les Hautes-Corbières. Et en même temps, j'ai travaillé beaucoup avec monsieur Akalal, Othman Akalal, qui est au Maroc, qui fait une huile d'olive fantastique, avec les perles du désert, de l'Atlas. Vous avez des toutes petites billes, on dirait du caviar, ce n'est pas du caviar, mais ce sont des toutes petites huiles, de petits fragments d'éléments de l'olive, si vous voulez, avec aussi bien de la feuille que de la tige les plus récentes, de l'huile d'olive très concentrée en polyphénol,
un régal sur la régal. tartine. Bon, on va essayer d'en trouver là où nous allons aller déjeuner. Lisez en tout cas, c'est aux éditions du Rocher, votre éditeur qui vous suit, qui est fidèle, et auquel vous êtes fidèle d'ailleurs. Ah, tout à fait, oui. Toujours. Tout à fait, toujours fidèle. Merci professeur. Avec grand plaisir. Allez, merci à toutes Merci et à à vous. tous. Vous commentez, vous partagez comme toujours et je vous dis à très bientôt. Salut.